je vais vous parler de ce pronostic expérimental en astrologie, et notamment, comme je l'ai montré sur la caméra, de la biographie du même auteur. C'est marqué Clé pour l'astrologie, Segers 73. Cet ouvrage étant paru en 75. Or, l'ouvrage Clé pour l'astrologie n'est pas paru en 73 chez Segers, plutôt il est paru en 76, donc après cet ouvrage-là, mais il n'est pas paru sous le nom de Barbeau, mais sous mon nom, Jacques Heilbronn. Alors ça n'a pas été supprimé, ça n'a pas été supprimé parce que quand l'ouvrage a été mis sous presse en septembre 1975, apparemment, Barbeau, je ne crois pas qu'à l'époque déjà c'était déjà réglé. Il savait très bien qu'il n'avait pas publié les clés pour l'astrologie, puisque le contrat avait été dénoncé ou n'avait pas été signé. Et puis alors curieusement, peut-être une coquille, Segers 73, comme si l'ouvrage était déjà paru depuis 2 ans. Alors que, bon, alors là nous sommes au troisième trimestre 75, donc voilà, au courant de l'année, pendant l'année 74, Barbeau pense encore pouvoir publier l'ouvrage C'est Segers, et par erreur, je pense, il devait probablement vouloir dire Clé pour l'astrologie Segers 75, et c'est devenu 73. Alors je dis ça pour les historiens bibliographes de Barbeau, il ne faut pas toujours se fier à ce qui est indiqué en page de garde concernant du même auteur. Alors je reviens sur un... Donc vous savez qu'en 67, Barbeau avait publié Les astres et l'histoire, où il développe justement cette théorie concernant les années 80. Nous sommes là 8 ans plus tard, ou 7 ans plus tard. Alors qu'est-ce que dit Barbeau en 75, pardon, à l'approche de ces échéances de 80? Je dis ça parce que Barbeau, dans des ouvrages plus tardifs, et même dans son site, il tend à minimiser les attentes qu'il avait générées à la fin des années 70. Alors je lis, page 128. Enfin, nous devrions avoir un point noir, un cap redoutable, entre 1981 et 1984. Surtout au cœur des années 1982 et 83, où se groupe une conjonction Saturne-Pluton et une conjonction Jupiter-Uranus, comme en 1914, qui compte parmi les plus critiques du siècle, au cours duquel ces nouveaux problèmes risquent d'éclater en une crise plus ou moins tragique. Après un répit, une ressaisie qui s'opère de 1985 à 1988, c'est à nouveau le surgissement d'une crise générale importante qui tente à dominer la dernière décennie du XXe siècle. Nous avons à l'appui le fameux schéma de Barbeau. Effectivement, avec un creux assez gigantesque pour 1900. Voilà. Alors, 40 ans plus tard, puisque nous sommes en 2016, fin 2016, on ne peut pas considérer sérieusement qu'il n'y a pas là un fiasco prévisionnel de première grandeur, aussi important que l'événement qui n'a pas eu lieu et qui était annoncé. Alors, moi-même, j'ai très bien connu cette période-là, de la fin des années 70. Je dirais même que j'ai été nourri par ces spéculations. Pourquoi? Parce que si l'astrologie, c'est un peu le pari de Pascal, si l'astrologie vue par Barbeau, parce que l'astrologie, excusez-moi, bon, mais l'astrologie vue par Barbeau, représentée, si vous préférez, par Barbeau, avait eu raison, de manière spectaculaire, de manière remarquable, ça aurait été évidemment très positif pour l'image de l'astrologie. C'est ça. Donc, toute la communauté astrologique française
était dans une attente double, si vous voulez. Parce que la différence entre les astrologues et l'homme de la rue, c'est que l'homme de la rue, lui, il a un enjeu, c'est de savoir si sa vie va être bouleversée. Mais l'astrologue, lui, il a un autre enjeu, c'est est-ce que l'astrologie va être réhabilitée, reconnue. Et donc un échec, paradoxalement, c'est un peu comme le prophète Jonas, dont les prophéties n'auront pas lieu parce que ne se réaliseront pas parce que bon, il a prévenu les habitants de Ninive, enfin un truc comme ça. Donc finalement, l'échec de l'astrologie, c'est un soulagement pour la population. Et la réussite de l'astrologie, c'est un accablement pour la population. Donc il y a un dilemme assez étrange ici. L'astrologue est obligé, parce qu'en fin de compte, on ne prévoit pas forcément les choses heureuses, généralement les choses heureuses, bon. Mais les catastrophes, ça, c'est du pain béni pour l'astrologie, à condition que les catastrophes se produisent. Je note aussi que Barbault ne revient absolument pas, sauf erreur de ma part, qu'on relise l'ouvrage, sur son pronostic de 1989. Totalement absent ici. C'est d'ailleurs assez étonnant, quelque part, parce que je relis la page 126, c'est ça? Quelles sont les configurations dont il nous parle? Jupiter-Uranus, Saturne-Pluton. Mais et il nous parle il dit une ressaisie qui s'opère de 1985 à 88, et puis après. C'est pas. Bon, je sais bien que 1989 c'est un petit peu plus lointain, mais malgré tout, on se pose la question pourquoi est-ce qu'il n'a pas signalé 1989? C'était pas si important que ça dans son esprit à l'époque, apparemment. Cette fameuse conjonction de Saturne-Pluton qu'il avait annoncée 36 ans plus tôt, en 53, et qui avait correspondu à la mort de Staline. Est-ce que l'astrologie est censée, est-ce que l'astrologie mondiale est censée annoncer la mort d'un dictateur? On dira oui, mais ça a eu des conséquences. Ah oui, ça a eu des conséquences. Enfin, bon, alors, donc, il ne semble pas que ce soit la préoccupation principale d'André Barbault de nous annoncer une date importante pour la Russie en 1989 sur la base du cycle de 36 ans de Saturne-Neptune. Mais je me trompe peut-être. Que conclure de tout cela? Bien, que cet ouvrage est un peu une sorte d'enterrement de première classe, même si par la suite il y aura eu la divine surprise de 1989. Je dis bien la divine surprise pour une prévision qui avait été plus ou moins laissée dans un tiroir, une prévision de jeunesse quand il avait une trentaine d'années. Tout d'un coup vient sauver la mise de toute une série d'échecs. Alors, Barbault, par la suite, vous lisez son site actuellement, il va relativiser tout cela. Il dit oui, mais je n'avais pas été aussi clair que ça, je n'avais pas été aussi affirmatif que cela, etc. Vous savez, Barbault est quelqu'un qui, comme dit, joue franc jeu. Alors, il ne faudrait pas non plus se moquer du monde. Il était évident que son pronostic ne pouvait marquer les esprits qu'à condition qu'il soit suffisamment clair. D'ailleurs, il est clair dans ce texte. Qu'on ne dise pas après qu'il avait apporté des nuances. D'ailleurs, curieusement, les événements, bon alors donc finalement il faudrait relire tout ce que Barbault écrit dans la revue L'Astrologue au fur et à mesure que les événements qui se produisent ne se produisent pas, que les événements annoncés ne se produisent pas. C'est encore un point qu'il faudrait étudier. C'est très intéressant de faire une thèse là-dessus. D'ailleurs, une thèse sur André Barbault serait tout à fait intéressante à tout point de vue. Donc, la question, c'est le mot histoire. Tout à l'heure, j'écoutais sur France Culture un auteur qui nous disait l'histoire, c'est le changement. Je crois que c'est une erreur. Mais il y a une ambiguïté tout à fait intéressante à ce sujet. Pourquoi? Parce que toute personne qui connaît la cyclicité sait que le changement a une valeur structurelle. Et c'est intéressant de voir des gens qui parlent sur France Culture, notamment à l'émission Les Nouveaux Chemins de la Connaissance,
ne pas du tout avoir intégré les questions cycliques. Comme si le changement prouvait que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais précisément, prévoir, c'est prévoir le changement. Mais prévoir un changement qui est structurel. Si je dis par exemple, dans tant d'heures, il va faire beau ou pas beau, ou il va faire nuit et pas nuit, ça c'est un changement qui est prévisible. Maintenant, si je dis qu'il va y avoir un attentat dans la journée, c'est autre chose. Donc, le mot changement, il a un sens totalement différent au niveau d'une sociologie qui est une cyclo-sociologie, c'est-à-dire qui intègre tout un ensemble de processus cycliques tout à fait normaux et tout à fait prévisibles, et des changements qui, eux, ne sont pas prévisibles, et qui seraient donc de l'ordre de l'histoire, qui créent une dialectique entre histoire et sociologie. La question, c'est que quand on ne maîtrise pas la cyclicité, on ne sait pas si le changement est de l'ordre de la sociologie, c'est-à-dire fait partie intégrante du fonctionnement de la société, ou si c'est quelque chose de totalement providentiel, si on peut dire, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement, parce que providentiel c'est quelque part quelque chose qui est imprévisible, quelque chose qui se présente comme ça, une sorte de Deus ex machina. Il faut savoir, donc finalement, il y a un flottement épistémologique autour du mot changement qui est assez effrayant. Quand on interroge les gens sur le mot changement aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie un mode de fonctionnement normal? Parce que beaucoup de choses sont vouées au changement, même ce que nous mangeons est voué à une mutation, comme on le sait très bien. Ou bien est-ce que c'est au contraire l'expression, quand on dit de même qu'un changement de président, c'est aussi un processus normal? Ou bien est-ce que ce serait de l'ordre de l'histoire, par opposition à la sociologie? Et à ce moment-là, le changement serait la marque d'une sorte d'incertitude, de quelque chose qui n'était pas prévu ni prévisible, et qui serait de l'ordre de l'histoire. Moi-même, je suis à la fois sociologue et historien, et donc je comprends bien cette double problématique. L'historien, il peut essayer de comprendre, moi je suis tout à fait d'accord avec la nouvelle histoire. La nouvelle histoire ne peut fonctionner que sur la base d'une sociologie suffisamment avancée, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Tant que la sociologie n'aura pas intégré la question des cycles de changement, l'histoire sera pénalisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne saura jamais où est la norme, et par conséquent, elle va traiter certains événements comme si c'était quelque chose de hors norme, alors que ça fait partie de la norme. Voilà où on en est. 80 ans après les déclarations de l'école des annales avec Marc Bloch, etc., on n'est pas plus avancé. La sociologie n'a toujours pas, par un rapport avec l'astrologie, avec la psychologie qui est mal vécue et qui est mal pensée, elle n'a toujours pas rempli son cahier. Elle ne correspond pas aux attentes qu'on avait mises sur elle. Les sciences sociales, sur lesquelles on avait beaucoup parié pour refonder la pensée historique, la science historique, n'ont pas avancé comme elles auraient dû le faire. Bon, je pense que maintenant, les choses vont changer. Voilà. Donc, quand Barbeau parle des astres et de l'histoire, il est également un peu dans une sorte de malentendu. Parce que si l'astrologie a vocation à être une sociologie cyclique, eh bien, on n'est pas dans l'histoire. Alors, relier l'astrologie à l'histoire, c'est à mon avis un contresens épistémologique majeur. L'astrologie ne peut exister en tant que science que dans son rapport à la sociologie et non pas dans son rapport à l'histoire, parce que l'histoire, c'est véritablement les sables mouvants, les sables mouvants. Et Barbeau, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il s'est planté dans son ouvrage de 1963, 1964, la crise mondiale de 65, où il annonçait que la Russie, donc il a un rapport extrêmement ambivalent avec la Russie, puisque la Russie, ça lui a sauvé la mise en 89, mais ça l'a enfoncé en 64, 65. Bon. Il avait annoncé, d'ailleurs après il a fait amende honorable par la suite, il avait annoncé que la Russie atteindrait le niveau des États-Unis au cours de la décennie 60. Donc la décennie 60, ça a été la décennie catastrophique pour Barbeau concernant sa prévision sur la réussite du communisme par rapport aux États-Unis. Et les années 80, ça aurait été une décennie aussi également catastrophique pour Barbeau, parce que lui, il avait annoncé une sorte de crash
de nouvelle guerre mondiale comparée, d'après son tableau, avec la Première Guerre mondiale, encore que même dans son tableau, le creux est encore plus fort pour les années 80 que pour les années des guerres mondiales 14-18 et 39-45. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Donc là aussi, bon, il s'est accroché au train du communisme en pensant que l'astrologie devait effectivement aller dans le sens de l'histoire, si on peut dire, au sens hegelien, ou marxiste. Et là encore, il s'est planté. Voilà. Donc effectivement, le mariage, l'alliance entre l'astrologie et l'histoire, c'est un mariage extrêmement contestable. Je crois que l'astrologie n'a strictement rien à voir avec l'histoire, mais évidemment, l'histoire a à voir avec la sociologie et avec l'astrologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas réciproque. Mais c'est plus compliqué que ça, évidemment, je simplifie un petit peu. Mais vouloir fonder scientifiquement l'astrologie sur l'histoire, c'est inacceptable. Parce que l'histoire, c'est justement, à mon avis, c'est le domaine de la liberté, si on peut dire, voyez-vous. C'est la capacité de liberté qu'a l'homme par rapport au cycle dont il est tributaire. Voilà ce que je pense. Et donc, quelque part, toutes les subversions, toutes les contrefaçons, tout ce qui va dans le remise en question de l'ordre des choses relève de l'histoire. L'histoire est une discipline qui nous parle de l'homme face à sa liberté, alors que la sociologie est une discipline qui nous parle de l'homme face aux contraintes sociales qui pèsent sur lui. Donc il y a une sorte de mariage extrêmement dialectique entre histoire et sociologie.